Merci beaucoup, Carole, et merci à tous de m'accueillir à nouveau à Bordeaux, non pas dans vos murs, mais dans nos électrons. Ça me fait vraiment très, très plaisir d'être avec vous pour vous parler et pour échanger sur les leçons, si on peut déjà commencer à en tirer de la première vague, si on peut dans ce titre, laisser planer notre doute pour des vagues ultérieures. Et puis, on va essayer en effet de parler de la France, mais aussi du reste du monde. Donc, la diapositive suivante, juste un tout petit rappel de ce qu'est la maladie elle-même. En fait, la maladie, elle est finalement assez peu asymptomatique, hein. Il semble que quand on voit à la fois dans le Charles de Gaulle ou quand on voit dans le lycée de l'Oise, et puis les données que l'on peut avoir qui nous sont rapportées montrent qu'il y aurait peut-être 15% d'asymptomatiques, une grande proportion de symptômes légers, euh, un peu divers, avec certains symptômes comme la gueusie ou l'anosmie qui semblent assez spécifiques, et puis quand même une vingtaine de pourcents des infections qui conduisent à l'hospitalisation, dont 5% en soins intensifs, où on sait que ça peut malheureusement assez mal se passer parfois. Donc, la diapositive suivante, juste aussi pour rappeler qu'il y a finalement deux éléments diagnostiques habituels, la PCR. La PCR n'est pas toujours très sensible. On pense qu'elle a une sensibilité de l'ordre de 60 à 70%. Et les Chinois ont fait l'expérience d'une aide par le scanner qui peut montrer des aspects en verre dépoli assez spécifiques, hein, qui augmentent en tout cas la sensibilité du test. La diapositive suivante, j'en aurais fini pour la partie médicale, pour arriver dans la partie épidémiologique, et ce papier de l'équipe de Lipsitch de Harvard qui était assez intéressant dans le New England Journal of Medicine, et qui montrait que finalement l'impact d'une épidémie, ça dépend des nombres, de la transmissibilité et de la sévérité. Donc je vous propose qu'on aborde un petit peu ces premières leçons par ces trois paramètres épidémiologiques majeurs. La suivante, les nombres tout d'abord. Les nombres officiels, ceux d'aujourd'hui, qui datent déjà pour les prévisions. À droite de l'écran, vous avez des prévisions que nous faisons. Moi, je me refuse, peut-être depuis mon expérience sur la grippe en particulier, mais je me refuse de faire des prévisions au-delà de 8 jours. Je pense que voilà, tout a montré que les prévisions à long terme sont très souvent très, très mauvaises. Donc, je pense qu'il faut mieux s'abstenir d'en faire. En revanche, prévenir à 8 jours, c'est pas très dangereux. Vous voyez, pour la France, on a la courbe verte. C'est pas très simple, hein. Parfois, on a des pics de notifications parce que tel laboratoire apporte des cas, des EHPAD n'avaient pas été notifiés, etc. Mais enfin, la tendance est quand même à la décrue très, très claire. Au-dessous, vous avez la courbe du R0 au tout départ, et puis du R effectif au cours de l'épidémie, avec aussi un petit pic là, récent qui était le jour du discours de, du Premier ministre le 8 mai, qui n'a rien à voir avec son discours, mais qui était justement un rapport par un laboratoire de 4000 cas ou plus, et qui est le pic vert qu'on voit au-dessus, et qui était juste des cas qui n'avaient pas été rapportés depuis le mois de mars, donc c'est complètement artefactuel. La diapositive suivante, oui, oui, c'est très bien. Elle montre que les chiffres, de toute façon, l'incertitude, elle date de l'origine de la pandémie. C'était le 1er février, lorsque les Chinois rapportaient 12 000 cas. L'université de Hong Kong, Gabriel Leung en particulier, qui est un très bon épidémiologiste du coronavirus, hein, il était aux avant-postes du SRAS déjà à l'époque, à Hong Kong, montrait par modélisation, par rétrocalcul assez simple, hein, qu'il y avait au moins 75 000 infections au même moment où les Chinois en rapportaient 12 000. Ce n'est pas tellement d'ailleurs qu'à ce moment-là, on pensait qu'ils les cachaient. Probablement, ils ne les cachaient pas nécessairement, mais justement, un grand nombre de formes possisymptomatiques n'étaient pas rapportées. Là où c'était plus délicat, c'est lorsque l'on a vu que au moment du début du déconfinement à Wuhan, des gens sont allés chercher leurs urnes funéraires, et en fait, quand on regardait ce qu'il y avait, enfin en termes d'urnes récupérées, c'était beaucoup plus que le nombre de morts annoncés. La diapositive suivante, j'ai juste
faire une toute petite manœuvre parce Ouais, que on a perdu la vidéo là. voilà, oui, c'est ça. Il y a eu c'est revenu peut-être, non? Oui, c'est bon. D'accord, excusez-moi, je sais pas, il y a eu un truc. La diapositive suivante, c'est pour maintenant la transmissibilité. Vous savez, on parle beaucoup de ce R0 et du R après. Alors, la diapositive suivante essaye juste de rentrer un petit peu dans ce dont on parle. On parle du nombre de reproductions de base. Excusez-moi, pour beaucoup, c'est peut-être très très familier. On en a beaucoup parlé d'ailleurs dans la grande presse, qui était tout à fait nouveau, mais juste pour dire que c'est d'abord une variable aléatoire, c'est-à-dire qu'elle a une distribution. Moi, je n'ai pas vu encore de distribution du R0 pour le cas de ce coronavirus, du SARS-CoV-2, mais j'ai vu pour le SARS-CoV, pour le SRAS, des publications qui montraient des distribution qui était en fait très allongée. Il y a des R0 qui peuvent aller à 20-25, c'est ce qu'on appelle les super spreader events. C'est donc ces événements à haut potentiel de transmission qui sont rapportés et où une personne peut contaminer jusqu'à 20-25 personnes. On a vu cela aussi très largement avec ce coronavirus. La moyenne, c'est 2,5, c'est ce que disait au début l'OMS. Probablement, c'est même peut-être plus élevé, c'est peut-être même entre 3 et 4. Toujours est-il que le R0, il ne se mesure pas directement, il se déduit de formules mathématiques. C'est l'épidémiologie théorique qui nous apprend à mesurer le R0. On le calcule à partir du temps de doublement et de ce qu'on appelle l'intervalle de génération entre deux cas. Donc, j'ai mis en bas la formule, une des formules qui permet de le calculer, en tout cas à partir de l'estimation du temps de doublement, qui lui, ce temps est relativement facile à mesurer. C'est le moment où double la, le nombre de cas. La diapositive suivante, si je vous parle du R0, c'est parce que le suivi, enfin, c'est parce que ce R0, qui est lui-même un produit de 3 paramètres, en tout cas dans les modèles SIR les plus simples, 3 paramètres qui sont la probabilité de transmission, le nombre de contacts efficaces, on pourra revenir là-dessus, et l'intervalle de génération dont je parlais tout à l'heure. Pour simplifier, on peut dire la durée de la période infectieuse. Alors, ça va être très utile parce qu'on sait que lorsque le R passe sous la valeur de 1, alors vous n'avez plus de risque d'épidémie dans votre population. Et donc, on va tout faire pour réduire ce R effectif, on l'appelle R effectif dès qu'on n'est plus au temps 0, pour qu'il passe sous la valeur de 1 et pour le contenir sous la valeur de 1. On va donc réduire la probabilité de transmission, le nombre de contacts et l'intervalle de génération. Alors ici, j'ai donné des exemples très très fictifs où vous auriez à vous focaliser essentiellement sur une réduction du nombre de contacts. C'est ce que va provoquer le confinement et vous allez passer de 10 personnes, par exemple, à 2 personnes contacts. Ce qu'on appelle un contact, c'est des contacts efficaces qui sont à risque en fait de transmettre la maladie, c'est-à-dire quand vous n'avez pas de mode de protection et quand vous êtes à moins de 2 mètres pendant plus de 15 minutes. La diapositive suivante montre comment enfin, ce qu'on essaye de faire. Pour réduire la probabilité de transmission, on va dire qu'on a finalement des mesures qui sont toutes temporaires et qui sont individuelles, qui sont les masques de protection, ça réduit la probabilité de transmission, le lavage des mains, parce qu'une partie de la transmission se fait par ces gouttelettes qui retombent sur les surfaces et qui peuvent être contaminantes, et puis par des gestes barrières dont on a beaucoup parlé. Évidemment, des antiviraux seraient bienvenus ou des vaccins, mais on n'en a pas. La suivante, si on veut maintenant restreindre le nombre de contacts, on a finalement 2 possibilités. On n'en a parlé que d'une seule finalement, c'est la deuxième si je puis dire. C'est celle qui nous est venue de Chine, de la Chine communiste et autoritaire qui a proposé une distance sociale populationnelle à travers le confinement strict. Mais la distanciation sociale populationnelle, elle a été appliquée avec succès aux États-Unis, dans les villes américaines, au moment de la pandémie de grippe de 1918. Et j'ai montré sur la gauche de la diapositive une publication parue dans le JAMA en 2007 par l'équipe de Markel, en fait des archivistes, historiens et des épidémiologistes des CDC d'Atlanta, et qui ont montré que les villes qui avaient appliqué ces mesures, fermeture des écoles, interdiction des rassemblements, allant assez loin, hein, les bars étaient fermés, les restaurants aussi, la limitation des déplacements et des cordons sanitaires autour des foyers très très intenses à l'intérieur des villes, ces villes qu'il avait appliquées, par exemple la ville de Saint-Louis, dans le Missouri, l'avait appliqué pendant plus de 150 jours,
lors de la deuxième vague pandémique de la grippe espagnole en 1919, et ça avait été très efficace. Ils avaient réduit de 2/3 la mortalité par rapport à des villes comme par exemple Pittsburgh en Pennsylvanie qui avait appliqué que pendant une cinquantaine de jours des mesures de façon assez parcellaire, non combinées entre elles et assez tardivement. En voyant ce type de travaux, les Chinois ont proposé un confinement strict et autoritaire qui sont l'assignation à domicile que vous avez connu en France, mais en Espagne, en Italie et la moitié des pays de la planète. Et puis, il y a des mesures différentes qui sont les mesures de distanciation sociale personnalisée où on fait testing, tracing, isolement ou quarantaine et qui sont en fait des mesures qui ont été appliquées avec beaucoup de succès à Taïwan, à Hong Kong, à Singapour, également d'ailleurs en Corée du Sud. Et puis finalement, c'est assez proche de ce qu'ont appliqué aussi les Allemands, par exemple, ou les Suisses, avec quand même aussi une combinaison de mesures de confinement, mais de confinement beaucoup moins strict que celui que vous avez pu connaître en France ces derniers mois. La suivante, malheureusement, pour l'intervalle de génération, on ne va pas avoir grand-chose. Il n'y a pas d'antiviral. Peut-être que les antitussifs, ça n'a jamais été tellement démontré, pourraient réduire, en réduisant par exemple la toux, donc uniquement dans les formes avec une toux prolongée, pourrait peut-être réduire l'expectoration des gouttelettes de postillons infectés. La suivante, une fois qu'on a vu la transmissibilité, le nombre de cas, il y a le problème de la sévérité. La sévérité, c'est toujours un paramètre assez compliqué à estimer au début. On a des valeurs, y compris de la mortalité, qui sont souvent très biaisées. Alors on le sait parce que quand le pic épidémique, les morts que vous rapportez le jour même sont à rapporter à la cohorte des morts qui sont survenus, à la cohorte des infectés qui sont survenus souvent 15 jours ou 3 semaines auparavant. Et donc vous êtes très en retard et vous sous-estimez largement le numérateur. Puis par ailleurs, le dénominateur est aussi difficile à estimer parce que vous n'avez pas toutes les infections, vous avez celles que vous testez, qui peut varier très largement en fonction des pays. Donc vous avez des taux de mortalité qui varient beaucoup quand vous rapportez juste les morts au nombre de cas confirmés entre les pays. L'Allemagne a beaucoup moins de cas, beaucoup moins de décès et un taux de mortalité bien inférieur à celui de la France, par exemple. Si vous prenez ce taux, la France est supérieure à 10%, l'Allemagne est de l'ordre de 5%. Mais ça n'est pas non plus le taux de mortalité. Le case fatality rate, le taux de mortalité, on peut dire qu'on l'a estimé assez bien dans le Diamond Princess, ce bateau qui a été mis en quarantaine sur les côtes du Japon, puisqu'il y a eu 13 décès sur les 712 cas, ou 713 maintenant, je crois, qui ont été confirmés, ce qui fait 1,8%. Mais ce bateau était constitué d'une population de personnes assez âgées, certes en bonne santé et plutôt aisées, mais assez âgées. Donc probablement les chiffres sont un peu inférieurs. On a fait une enquête de séroprévalence à Genève où on a montré qu'il y avait à peu près 10% de la population du canton, qui fait 500 000 habitants, d'infectés, ayant des anticorps, donc ayant été infectés. Et donc, en rapportant les décès, on aurait une mortalité qui serait de l'ordre de 0,53%. Je pense qu'elle est un peu sous-estimée. Par ailleurs, les décès rapportés, c'est toujours le problème du numérateur, ne comporte pas nécessairement un certain nombre de décès qui ont pu survenir en maison de retraite ou ailleurs, et qui n'ont pas forcément été rapportés toujours à un cas confirmé. Là, après, on pourra parler de l'excès de mortalité, mais c'est encore une autre question. La suivante montre que justement, si on regarde le nombre de décès rapportés, vous savez, on a tellement dit, mais c'est de la grippette, arrêtons, quand on compare aux autres. En fait, on est quand même arrivé en avril à la première cause de mortalité dans le monde. Enfin, si on dissocie les maladies pulmonaires en différentes pathologies, on serait en première cause de mortalité. Après les cancers du poumon, enfin, devant les cancers du poumon, devant les accidents de la route, les diabètes, le suicide, le paludisme. Donc on est quand même en mortalité par semaine arrivé à quelque chose qui est devenu un énorme problème de santé publique. On l'a tous remarqué, la diapositive suivante essaye de combiner ces nombres, cette transmissibilité et cette sévérité pour essayer de faire une sorte de classement des épidémies entre elles. Et en fait, la mère des pandémies, c'est peut-être la grippe espagnole de 1918, même si malgré tout, c'est quand même très ancien pour avoir des données de qualité.
pendant longtemps, on a pensé que, et là c'est l'Institute of Disease Modeling à Harvard qui pensait que le Covid-19 était quand même beaucoup plus proche de la grippe de Hong Kong de 68 ou même de la grippe de 57, la grippe dite asiatique. En réalité, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle est quand même beaucoup, beaucoup plus proche finalement de la grippe de 1918, de la grippe dite espagnole, dont probablement le R0 était plus bas et dont la mortalité était probablement un peu plus élevée, entre 1 et 2 %. Encore une fois, c'est difficile de l'estimer avec précision sur les données de 1918. La diapositive suivante, vous avez vu toute cette courbe, dans le fond, pourquoi a-t-on appliqué toutes ces mesures de confinement, etc. C'était vraiment pour aplatir cette courbe. La suivante, je voudrais vous montrer dans la suivante, finalement, 3 approches. À gauche, l'approche suédoise, c'est les courbes d'aujourd'hui, hein, enfin d'hier, pour vous dire. Aujourd'hui, elles ont un tout petit peu évolué, mais pas beaucoup. Vous avez l'approche suédoise, qui n'est pas une approche de confinement. On a laissé ouvert les bars, les restaurants, les écoles primaires, on a laissé aussi ouvert les commerces non essentiels. Les gens, en fait, se sont autoconfinés. Il y a donc eu une recherche par la responsabilisation des personnes et par leur attitude participative pour s'autoconfiner, une maîtrise de l'épidémie qui n'a pas engorgé ces hôpitaux à aucun moment. Mais une mortalité assez importante, quand même très inférieure à celle de la France, mais supérieure à celle de la Suisse ou à celle de l'Allemagne, rapportée par million d'habitants. La Suisse, c'est une approche qui a confiné son économie, qui a confiné le pays de façon non stricte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'assignation à résidence, on avait tout à fait le droit de traverser le pays ou de partir à tout moment dans la journée, sans aucun certificat à montrer. Pareil, on mise sur une attitude civique de la part du pays. Et puis, à droite, vous avez l'Italie, on aurait pu montrer la France, je vous ai montré la côte tout à l'heure, qui ressemble beaucoup, ou celle de l'Espagne, qui est un confinement strict. En fait, aujourd'hui, aucune étude, y compris de modélisation, ne montre de supériorité du confinement strict, de valeur ajoutée, je veux dire, du confinement strict par rapport au confinement, et même, ce qui est un peu questionnable, par rapport au seul autoconfinement proposé aux Suédois, si ce n'est que vous voyez que la courbe ne baisse pas chez les Suédois. En fait, les Suédois ne souhaitent pas nécessairement qu'elle baisse. Ils misent sur le long terme, ils ne croient pas à l'arrivée d'un vaccin précoce et ils pensent que plus vite leur population sera infectée et plus tôt l'immunité grégaire jouera, puisque à partir de 60 ou 70% d'immunité grégaire, l'histoire pourrait être finie. La suivante. Est-ce qu'il y a un risque de nouvelles vagues? Je vais avoir du mal à répondre évidemment à cette question, comme tout le monde le sait, parce que le virus est nouveau et qu'on n'a pas d'expérience avec celui-ci. Je vous montre juste des nouvelles vagues qui sont survenues pour différentes épidémies. Et je vais surtout vous montrer sur la diapositive suivante la grippe de Hong Kong en 1968-69, sur la suivante, s'il vous plaît, et qui montre que, en fait, en Australie, vous voyez que la vague part en Australie pendant l'été de l'hémisphère nord, c'est-à-dire pendant l'hiver austral, alors qu'elle est essentiellement active, la grippe de Hong Kong, H3N2, donc pendant la période hivernale, que ce soit en France, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis ou au Japon. Donc on peut se dire que si en tout cas on suit une pathologie de type étant soumise à un frein hivernal fort, un frein estival fort, pardon, alors on devrait voir partir cette épidémie vers l'hémisphère sud, en tout cas vers les zones tempérées de l'hémisphère sud, parce que vous voyez ici, ça ne sont que des zones tempérées dont on parle, parce que les zones intertropicales connaissent la grippe et ont connu la grippe de Hong Kong en particulier, absolument à tout moment de l'année. La diapositive suivante, parlons un peu des conditions du déconfinement, la suivante, pour dire que les préalables que je propose pour le déconfinement, enfin qu'on a pu voir être proposé, je devrais plutôt dire, c'est d'abord de se poser la question, mais pourquoi voulait-on confiner? En fait, on s'aperçoit d'une sorte de, je dirais, de dilemme entre l'attitude individuelle qui peut-être vise une sorte de risque zéro et a peur
d'être infectés et donc souhaiteraient presque que le confinement ait permis de supprimer la pandémie, et l'attitude plutôt, je dirais, des pouvoirs publics qui ne confinent le pays que pour éviter l'engorgement des hôpitaux. Il y a d'autres maladies sur la Terre pour lesquelles on ne confine pas le pays. Donc, c'est vraiment parce qu'il y avait un risque d'engorgement massif, de sorte de vague submersion due à ce tsunami que l'on a voulu confiner. La deuxième chose, c'est quand déconfiner? Eh bien, certainement pas durant le plateau. Et vous voyez ici, on est le 8 avril, c'était dans le journal Le Monde qui produisait différentes courbes. Vous voyez que la Suisse, la France est encore beaucoup trop haut pour espérer confiner. En revanche, l'Autriche annonce qu'elle va déconfiner parce qu'elle est, elle, à la fin de cette période. La troisième question, c'est justement, y aura-t-il un freinage estival? En fait, il y a trois réponses possibles. Oui, il peut être puissant, c'est-à-dire qu'il empêche absolument toute épidémie, il n'y a plus que 0 cas. Bon, c'est vrai que ce n'est pas impossible, il n'y aura plus de cas, ça va disparaître comme il n'y a plus de cas de grippe. Alors sur la grippe, on a vu que le frein a une valeur de 0,60 fois le R0. Comme on a un R0 de la grippe qui est de 1,5, 0,60 fois 1,5, ça fait 0,9. Il n'y a pas de risque épidémique de grippe en Europe. C'est tout à fait exact. Ça n'empêche absolument pas qu'il y ait des chaînes de transmission de grippe. Si vous revenez de Nouvelle-Zélande ou d'Australie avec la grippe, vous avez un risque certain de faire une petite épidémie locale, mais qui n'aura jamais une dimension nationale. On n'a pas connu d'épidémie de grippe de grande ampleur l'été dans nos latitudes. En revanche, 0,60, si jamais c'était le frein qui s'appliquait à ce virus respiratoire qui est le SARS-CoV-2, ça ne suffirait pas puisqu'on a vu que le R0 était plutôt de l'ordre de au moins 2,5, mais peut-être même de 3 ou de 4. Donc, ça limiterait son effet. La chose que l'on peut se dire, si vous suivez bien mon raisonnement, c'est qu'aujourd'hui, on est au-dessous de 1, on est en contrôle de la situation et que peut-être ce frein estival peut accompagner ce déconfinement, c'est-à-dire qu'il peut nous permettre de faire un peu plus que ce que l'on devrait faire pour contenir l'épidémie s'il n'y avait aucun frein, et qui pourrait permettre de nous aider pendant l'été à avoir plus de contacts moins sécurisés sans qu'il y ait de redémarrage de l'épidémie, pourvu que, je dirais, le R effectif ne dépasse pas virtuellement les 1,5. Enfin, l'immunité protectrice de la population, je vous ai mis à droite quelque chose qui est encore sous embargo, qui devrait être publié dans le Lancet très bientôt, et qui est le premier résultat préliminaire de notre enquête de séroprévalence qui montre qu'on a 10% de séroprévalence à Genève, dans le canton de Genève, où il y a eu une épidémie un peu moins forte que celle de Paris, mais probablement un peu plus forte que celle du sud-ouest de la France. Et donc, on n'a pas des niveaux très élevés d'immunité protectrice, j'espère, de la population. Je dis j'espère parce qu'on ne sait pas par ailleurs si cette immunité est protectrice, mais on le suspecte très fortement. On a des raisons pour ça, on pourra y revenir si vous voulez. Donc, pas d'immunité grégaire, probablement une immunité assez faible, surtout eu égard au R0 qui permet d'avoir, qui demande une immunité grégaire assez conséquente pour pouvoir voir ce problème derrière nous. Donc, ça encadre un petit peu le risque de flambée épidémique lors du déconfinement. Et je dirais qu'en l'absence de frein estival, on est à haut risque, mais si jamais on a la chance d'avoir un frein estival, on est peut-être dans un risque un petit peu plus modéré. La diapositive suivante essaie justement de montrer qu'on a peut-être un frein estival. Je n'en sais rien encore, mais ici, c'est un tweet que j'ai fait le 11 mai, à partir des données que je vous ai montrées, sur 3 pays, le Chili, l'Argentine et l'Afrique du Sud, où l'on a l'impression de voir que ça monte un petit peu. Et la suivante, vous voyez, une semaine après, enfin à peine d'ailleurs, 6 jours après, vous voyez que, en tout cas au Brésil, en Afrique du Sud et peut-être quand même au Chili, les tendances sont quand même pas du tout les mêmes que celles que l'on voit en Europe. On a l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de monter dans ces pays de l'hémisphère sud en zone tempérée. En revanche, en Australie et en Nouvelle-Zélande, je ne vous le montre pas parce qu'il y a une vague totalement plate. Enfin, je veux dire, la vague est derrière. Ils ont connu une petite vague et aujourd'hui, c'est derrière eux. Ils n'ont absolument pas d'activité épidémique dans ces 2 pays qui sont évidemment scrutés à la loupe en ce moment. La suivante. Bon, pour peut-être revenir sur la suivante, vous aurez si on peut avoir la diapositive suivante, merci. Vous avez les options du déconfinement pour dire que, bien sûr,
on va augmenter le nombre de contacts. On passe à nouveau de 2 à 10 ou 20 personnes. Donc, on augmente massivement notre nombre de contacts. Ce qu'il faut, c'est au moins diminuer la probabilité de transmission parce qu'on ne va pas arriver à diminuer l'intervalle de génération. D'où la raison de promouvoir les masques de protection, de promouvoir la distance de sécurité, on va dire. Et puis, l'autre façon de faire, c'est de promouvoir la distance sociale personnalisée, celle qui a si bien fonctionné dans les petits pays d'Asie dont j'ai parlé, mais aussi en Allemagne, et d'espérer, grâce à cela, réduire, casser des chaînes de transmission, finalement réduire non pas le nombre de contacts de toute la population, mais au moins le nombre de contacts des personnes malades avec les personnes bien portantes, en les isolant et en les cherchant le plus activement possible. La diapositive suivante on va pouvoir passer assez rapidement, c'est le testing de masse qui est en train de se mettre en place un peu partout en ce moment en Europe et aux États-Unis et au Canada. La suivante, le contact tracing qui fait plus débat, en particulier par son côté intrusif lorsqu'il cède d'applications qui peuvent être en violation des lois, je dirais, d'informatique et de liberté, de respect de la confidentialité, qui ne doivent pas l'être, bien sûr, mais qui font peur un peu à tout le monde, y compris aux législateurs. La suivante, c'est l'isolement et la quarantaine qui sont proposés en distinguant, on parle d'isolement des gens infectieux et de quarantaine des gens qui sont simplement des contacts à risque qui ne sont pas testés et qui vont rester quelques jours, en tout cas au moins 5 jours en confinement, parfois 14 jours, ce qui est, à mon avis, un peu excessif s'il n'y a pas de signes cliniques. La suivante, c'est les initiatives qui ont eu lieu en Europe ou en Suisse d'ailleurs, pour essayer de garantir des applications qui vont garantir toute la confidentialité dont on a parlé. La suivante, c'est ma dernière diapositive, c'est ma diapositive de conclusion, qui essaie de vous dire que je pense qu'on a un risque élevé de nouvelles vagues pandémiques, en particulier parce que l'immunité grégaire n'est pas atteinte et parce qu'il est tout à fait possible que l'on voit actuellement des vagues se produire dans l'hémisphère sud, en zone tempérée. Deuxièmement, c'est que on a eu comme seul modèle que le modèle autoritaire et violent chinois d'application d'un confinement strict qui, semble-t-il, a bien fonctionné, mais qui était quand même pas la seule option que l'on aurait pu avoir. Le troisième point est que nous faisons partie des plus anciennes démocraties du monde en Europe et que les droits de l'homme sont au cœur de nos valeurs. Donc, il n'est pas question que la fin justifie les moyens et qu'on perde toutes ces valeurs parce qu'on voudrait lutter contre cette pandémie. Et donc, certes, on peut recourir aux technologies de l'information, c'est certainement très, très souhaitable, mais ça doit se faire que sur une base de volontariat et dans le respect des règles de confidentialité de façon absolue. Et puis, le dernier point que je voudrais dire, c'est que pour lutter contre une vague automnale, il faudra mettre tout cela en œuvre, sans oublier qu'il n'y a pas que les technologies d'information pour tracer les contacts, il y a aussi ces brigades que vous avez mises en place, c'est les ressources humaines, c'est vraiment presque même, je dirais, un travail d'épidémiologie, de terrain. Mais on devra peut-être combiner certaines mesures. On a vu que les Singapouriens, qui avaient essentiellement, ils n'ont jamais confiné entre janvier et mars, et ils ont essentiellement ils ont eu recours, je dirais, à des mesures de confinement à partir d'avril parce qu'ils ont eu une sorte d'alerte de nouvelle épidémie qui a redémarré, en particulier dans des cités dortoirs de travailleurs immigrés vivant dans des conditions assez insalubres, en tout cas de grande promiscuité, et dans lequel a explosé presque une épidémie et ils s'en sont assez bien occupés, mais là, ils ont été contraints, je dirais, d'appliquer quelques mesures de confinement, de fermeture des écoles, pendant une période d'ailleurs assez limitée, puisque maintenant, ils sont en train de lever tout cela et tout semble être sous contrôle. Et puis, on aura à promouvoir tout ce qui réduira le risque, masque, lavage des mains, même si, me semble-t-il, le port des masques dans la population générale est assez difficile à mettre en œuvre parce que les gens les mettent assez mal et que peut-être un masque mal mis est presque plus contre-productif qu'un masque que pas de masque du tout. Ça, c'est encore des choses qui ne sont pas très bien documentées aujourd'hui. Et puis ces mesures de distanciation sociale personnalisée, même si je suis toujours étonné de voir qu'on parle de 1 mètre
en France, dans tous les avis que je peux lire, alors qu'il semble que ce soit quand même plus près de 2 mètres la distance de sécurité pour réduire vraiment le risque de transmission. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.